Donc bonjour à tous. Je vais dans une première partie répondre aux mensonges de Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et d'une partie du gouvernement, la ministre de l'Agriculture, et dans un deuxième temps évoquer le sujet dramatique de la dermatose et des éleveurs en Haute-Savoie. Je voudrais remercier la ministre de l'Agriculture d'être à nos côtés, puisque on est à la fois sur un sujet agricole, qui est son périmètre ministériel, mais aussi sur un sujet sécurité. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu accompagné du directeur général de la gendarmerie nationale, ce qui montre bien qu'on attache une bienveillance extrêmement importante à cette question de la sécurisation dans les campagnes de nos agriculteurs. Je suis venu avec un double message, un message de soutien, mais aussi un grand message de fermeté. Le message de soutien, c'est le soutien à nos agriculteurs, parce qu'ils sont le visage de la France qui travaille, de celles et ceux qui au quotidien nourrissent les Français, de celles et ceux qui nous assurent une souveraineté alimentaire. Nous sommes dans un monde dangereux, l'arme alimentaire, comme l'indique l'expression, est devenue là encore une arme dans les rapports de force qui s'imposent entre les nations, et nos agriculteurs concourent directement à l'indépendance de notre nation sur ce plan-là, et de même qu'à notre souveraineté. Et certains ont voulu une France sans industrie, en tout cas sans usine. Ils y sont presque parvenus avec la désindustrialisation. Eh bien, je ne veux pas que demain, nous ne voulons pas que demain, ils réussissent à faire qu'il y ait une France sans ferme. On a besoin des fermes, on a besoin des agriculteurs pour assurer une prospérité, une souveraineté à la France. Oui, donc rebonjour. Alors vous avez entendu Monsieur Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, notre sauveur de l'agriculture, celui qui a mis dans la panade des centaines de familles en Pays de la Loire puisqu'il n'a pas honoré les contrats alors qu'il était président de la région Pays de la Loire. Alors il vient pour la sécurité des paysans, soi-disant que les paysans, ils seraient menacés par les rodéos, les vols dans les campagnes et tout ça, même s'il y en a. Non, monsieur Retailleau, l'enjeu est pas là. Et vous auriez mieux fait de faire preuve de courage lorsqu'on a eu des éleveurs dans votre département, des voisins très proches de chez vous, qui sont attachés à l'industrie agroalimentaire. Je pense notamment au groupe LDC ou au groupe Terena ou au groupe la Cavac en Vendée. Et ces gens-là ont été ruinés par l'industrie agroalimentaire. Et il y a eu des réunions en préfecture de Vendée, mais on vous a pas vu très bavard pour défendre les éleveurs qui ont été ruinés et dont une partie de ceux-là, on les suit toujours et on les connaît, ils sont partis salariés, et ils continuent de payer des dettes puisqu'ils ont été enfoncés par l'agroalimentaire et la branche de la FDSEA de la Vendée. Et si vous voulez, on peut prendre un rendez-vous, je peux vous donner les noms et les dossiers, je crois que vous avez un peu de mémoire, vous devez vous en rappeler. Donc, vous étiez là sur le terrain pour passer un double message, soutien aux agriculteurs, hein, et on nourrit les Français. Donc oui, les paysans nourrissent les Français, enfin en partie, parce que 36% de l'alimentation vient de l'extérieur, mais on nourrit les Français, Monsieur Retailleau, Madame la Ministre, sans salaire. Et quand vous déclarez certains veulent une France sans ferme ou sans usine, bah vous avez un sacré culot, parce que c'est bien vos gouvernements ainsi que la gauche plurielle, hein, que je ne vais pas oublier, et la Macronie, qui, avec votre traité de libre-échange et votre non-répartition de la valeur ajoutée, vous avez laissé les mains libres à la grande distribution et à l'industrie agroalimentaire, qui est la FNSEA, comme vous le savez. Et c'est la raison pour laquelle les paysans sont ruinés. Ça n'a rien à voir avec les rodéos dans les champs, ni les sangliers, ni la sécheresse. Quand on fait des marges, on est là pour, on doit l'appréhender dans les coûts de production digne de ce nom qu'est le métier d'agriculteur qui travaille par tous les temps. Alors maintenant, une petite parenthèse quand même. Vous savez que la pétition contre ce projet du plomb prend de l'ampleur et vous m'avez envoyé, je vous remercie, nourrir, pas empoisonner. 400 chefs et acteurs de la restauration signent une tribune contre la loi du plomb. Hein. Donc, alors que la pétition réclame l'abrogation de la loi du plomb, les chefs cuisiniers et acteurs de la restauration se mobilisent à leur tour. Ce jeudi, dans Le Monde, le journal Le Monde, ils signent une tribune pour faire part de leur inquiétude des restaurateurs
face à la qualité des produits servis et demande le retrait de la loi controversée. Ce texte inspire la prise de parole du chef Jacques Macron, un chef restaurateur très partagé sur les réseaux sociaux, a été écrit à l'initiative de l'entreprise Écotable, qui accompagne les professionnels de la restauration vers plus d'éco-responsabilité. Parmi les signataires des chefs étoilés comme Mauro Cola Greco, Olivier Rollinger, mais aussi des responsables des cantines, des propriétaires de bistrots ou des collectifs de restaurateurs paysans. Nous faisons ce métier pour nourrir, pas pour empoisonner, écrivent-ils. Nous avons conscience des difficultés que rencontrent les producteurs français au quotidien. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est les prix agricoles. Nuance le texte, qui reconnaît des agriculteurs tiraillés par la rentabilité et leur métier et les demandes citoyennes croissantes à sortir du productivisme, bien sûr, parce que c'est le modèle productivisme qui a détruit la paysannerie. On est bien d'accord, et le libre-échange. Donc, à un moment où il faut taper du poing sur la table, estime Gline Vieille, un sursaut encore timide mais rare dans un milieu qui met en avant la qualité des produits et les circuits courts, mais peu prompt à se mobiliser, comme lors de la crise des agriculteurs en 2024, les chefs de restaurants sont des personnes qui ne prennent pas souvent la parole, mais l'alimentation, c'est leur quotidien, explique Fanny Giacinto, fondatrice d'Écotable. Voilà. Hein, donc, c'est de nombreux témoignages de gens, des restaurations, etc., etc., etc. Donc ça, c'était pour la loi du plomb. Donc peut-être qu'on sera les seuls en Europe, peut-être qu'il faut taper du poing sur la table, peut-être qu'il faut voir quel pourcentage ça concerne, quel pourcentage d'agriculteurs, à quelle hauteur, quel est l'impact économique, et comme je vous le dis, quel est l'impact économique chez les agriculteurs européens avec qui je fais des conférences internationales, et il n'y a pas de revenus chez les autres non plus. Donc ce n'est pas le cœur du réacteur. Hein. Et malheureusement, oui malheureusement, dans la vie, il y a des moments où il y a de grandes décisions à prendre. Et vous voyez, je vais faire un petit parallèle, c'est l'amiante. Pays où l'amiante est encore utilisé. L'Inde, la Russie, la Chine, un peu le Brésil. Enfin, le Brésil, ils l'ont arrêté en 2017, mais partiellement parce qu'il y a encore certaines régions qui l'utilisent. L'Iran, l'Indonésie, le Vietnam, le Pakistan, la Thaïlande. L'amiante y est encore utilisé à divers degrés, surtout dans le secteur de la construction. Et les pays ayant interdit l'amiante, la plupart des pays européens, le Canada, l'Australie, le Japon, la Norvège, etc., etc. Donc l'amiante, vous savez ce que ça fait. Il y a eu des procès, ça a duré des années. Le grand patronat, le MEDEF, était au courant, très bien au courant. Ils ont attendu jusqu'à la fin. Donc voilà la situation, c'était mon petit coup de gueule sur la désinformation permanente de Bruno Retailleau, qui a des dettes envers les agriculteurs des Pays de la Loire, il faut bien le préciser, je persiste, je signe, j'ai les documents, j'ai sa signature. Vous pouvez me convoquer, je vais vous montrer sa signature et les documents de la région Pays de la Loire, je dis bien, il a des dettes envers les agriculteurs français. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je viens à l'actualité dramatique de la dermatose. Et je voudrais saluer Christian Convert de la coordination rurale et les responsables porte-parole de la Confédération paysanne que j'ai aperçus sur les réseaux du 35. Je les remercie pour le travail qu'ils font parce que c'est dramatique. Alors, les mesures nationales qui ont été prises en juillet 2025, hein, direction du premier foyer le 29 juin 2025 en Savoie, puis extension à la Haute-Savoie, 33 foyers détectés à l'époque où le mail parvient, au 21 juillet, hein, et ensuite 34 au 23 juillet. Dans chaque élevage infecté, un dépeuplement complet, abattage de tous les bovins, de l'unité épidémiologique est effectué, même si certains animaux ne présentent pas encore de symptômes, incubation longue pouvant aller jusqu'à 28 jours. Des zones réglementées, protection et surveillance sont mises en place autour des foyers rayons typiques 20 km, 30 km, avec interdiction des mouvements d'animaux, exigeant des autorisations
pour les exceptions, nettoyage, désinfection, enfin le truc habituel, dramatique. Alors, bien sûr que tous les éleveurs demandent l'abattage sélectif, l'abattage partiel, comme pour toutes les maladies. Simplement là, il se trouve que là, le gouvernement, d'après les informations qu'on peut avoir, modulaire contagieuse, ça vient du mot derma, en grec, derma, peau, ossis, maladie. C'est le mot grec. Cette maladie est surtout présente en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, l'Inde, le Bangladesh, un peu en Amérique latine aussi, au Brésil et au Pérou. Ben, elle est gérée comme une maladie par le gouvernement, hein, voilà. Eux, ils sont pas pour l'abattage partiel et sélectif. Ils la considèrent comme une maladie, voilà, hein, à tort ou à raison, voilà la situation qu'on peut déplorer, hein. Ils la considèrent comme une maladie grave, très grave. Ils la considèrent comme la fièvre afteuse. La fièvre afteuse, c'est 6 millions d'animaux qui ont été abattus, qui ont été exterminés en 2001 en Angleterre. C'est 3 millions d'animaux qui ont été abattus en Corée du Sud. Ils n'étaient pas tous malades, hein. Il y avait quelques animaux de malades, hein. Ensuite, il y a eu la vaccination. Alors ça, c'est le côté très, très, très dramatique de la chose, hein. Ensuite, le gouvernement, donc il considère que c'est une menace sanitaire pour le pays, principe de précaution, approche économique, ils font le calcul économique de tout de suite étouffer les foyers contaminés, hein, l'image sanitaire du pays, le même principe que la vache folle, rappelez-vous, dramatique, la vache folle, hein. Euh, pour les politiques, c'est de faire disparaître les foyers, car ils sont peu nombreux au départ, donc il faut les exterminer au total. C'est ce qu'eux, ils préconisent, hein. Voilà, hein. Parce qu'il y a des enjeux de commerce international, donc ils prennent des décisions radicales. Après, le ministre parle d'accompagnement. Bon. Enfin, moi, je ne parle pas d'accompagnement, c'est une boucherie, faut dire les mots, hein. Donc, ça, c'est pour garantir les échanges au niveau commercial, au niveau international, montrer patte blanche sanitaire pour la France. Voilà leur argument. Et ils sont contre l'abattage sélectif, l'abattage partiel, que les animaux malades. Il faudrait sans doute des tests cellulaires. Ensuite, il y a la vaccination. Mais la vaccination, elle est considérée par les autres autorités, d'après ce qu'on peut comprendre, comme un complément. Mais il persiste et signe à dire qu'il faut étouffer les foyers qui l'ont. Donc on vaccine, hein, mais tant que on vaccine, mais en même temps on abat. Vous voyez bien ce qui se passe. Parce que pour eux, c'est des enjeux qui associent l'économique et le sanitaire. Donc, pour des enjeux importants du commerce international, ils ont pris la décision de l'abattage total, comme ça a été pour la vache folle, comme ça a été pour la fièvre afteuse, et comme ça l'est quand il y a plusieurs récidives sur une autre maladie qui n'a rien à voir, qui est la tuberculose. Parce que chaque cas est un cas. Mais là, si on revient à la dermatose, c'est un drame humain. C'est un drame humain puisque des animaux non malades sont abattus. Principe de précaution, étouffer les foyers parce qu'ils prétendent qu'en termes économiques, c'est ça ce qui va coûter le moins cher. Et vous remarquerez que c'est ce qu'ils ont fait pour la grippe aviaire. Voilà. Donc, bien entendu, nous, en tant qu'éleveurs, c'est pas une décision qu'on partage, parce qu'imaginez-vous, si vous avez des animaux domestiques, si vous avez un chien malade et vous en avez 4, faut abattre les 4, hein, etc., etc. Vous voyez un petit peu le carnage. Bon.
Donc, on en est là. J'espère que ça va s'arrêter. J'espère qu'on va revenir à des mesures raisonnables. Parce que là, l'impact au niveau mental sur les éleveurs, il est dramatique. Il est dramatique. L'impact est dramatique. Il y a l'impact économique, mais il y a l'impact mental au niveau des éleveurs. Les animaux, des générations pour construire des troupeaux, sélection ou pas sélection, c'est les gens, c'est leurs animaux, voilà, hein, qui sont là depuis plusieurs générations, et terminer par un abattage total, ne pas avoir aujourd'hui d'éléments probants pour dire on impose un abattage sélectif que sur les animaux malades, et on les recontrôle au pire tous les mois ou tous les 2 mois, bah c'est dramatique. Donc je terminerai sur ces mots. Là, c'est vrai qu'on est vraiment impuissant face à ça, sauf ce qu'on fait, de dire que nous, on réclame une autre voie avec un abattage sélectif, comme le réclame la coordination rurale et la Confédération paysanne, que je salue et que je remercie pour tout le travail qu'ils font, parce que voilà, c'est du bénévolat, et voir partir son troupeau comme ça en une journée, c'est dramatique. Je vous remercie, à bientôt.